Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans le meilleur concept musical de YouTube. C'est simple, on part de 1960 à nos jours pour trouver le morceau le plus iconique. Pas forcément le meilleur, pas forcément le plus connu, le plus iconique. C'est un petit peu entre les deux. Une vidéo par décennie, la vidéo sur les années 60 est sortie en mai, Squeezie est déjà sur le coup pour acheter le dossier. Je vous conseille d'attacher votre ceinture dans deux cas précis, soit si vous êtes maigre, ou alors si vous conduisez, pendant que vous regardez cette vidéo, sinon, pas forcément besoin. Quelle taille fait ta bête-toi déjà ? On attaque avec, j'ai pas peur des mots, ce qui est peut-être la plus grande décennie d'histoire de la musique. C'était un horrible calvaire pour les départager, vous allez voir. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Sachez que j'ai rassemblé tous les morceaux des années 60 et 70 dans une playlist. Je vous mettrai ça en description, je vous partagerai sur Instagram. D'ailleurs, venez le samedi 9 novembre à la Marborie, ça va être énorme. Voilà. On va écouter du Booba, on va écouter du SCH, on va écouter du Lafèvre, et en général, le son est très fort. Le principe est génial, on s'est posé la question entre nous, et on n'a trouvé aucun défaut. La dernière fois, il y avait quand même Mehdi Maizi et Yerim Sar qui nous ont adoubés avec des épées et des couronnes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous divertir sur celle-là ? Je sais pas, mais en fait si je sais, mais je vais pas le dire quoi. Ce qui se passe dans ma tête, parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais l'avoir brûlée. Encore eux. Ah, c'est terrible. Ils vont jamais nous laisser tranquilles en fait. Je m'en foutais moi des Beatles. J'en avais rien à foutre. Jusqu'au jour... C'est bel et bien la troisième fois que les Beatles remportent haut la main le titre de la chanson la plus iconique de l'année. 3 sur 11 pour l'instant, les bâtards. Mais du coup, on comprend rien parce que dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai dit que c'était le dernier album. Abbey Road là, et c'était sorti en 69, et là on est en 70 et tu me sors Let It Be qui est un autre album des Beatles, il y a un problème. Mais en fait, je vais tout vous expliquer, donc on se calme. La réponse est assez simple, en fait ils l'ont enregistré avant Abbey Road, mais il est sorti après. Voilà tout. Donc vous pouvez retenir que Let It Be est le dernier album sorti, mais pas le dernier enregistré. Bref, je vous disais dans la dernière vidéo que la fin des années 60 correspond en même temps au prime des Beatles commercial, hein, c'est une dinguerie ce qui sort à cette époque-là, genre Come Together, Here Comes the Sun, Hey Jude, Let It Be, All You Need Is Love, bref, voilà. Mais en même temps, c'était l'apogée des tensions. Question d'argent, sûrement question d'ego, voilà, des visions de vie qui sont en train de se séparer, c'est normal, beaucoup de temps passé ensemble, en vrai ça se comprend. Un jour, Paul McCartney critique les compositions de George Harrison, le guitariste, qui pète un câble et quitte temporairement le groupe. En fait, Paul a beaucoup de mal à supporter l'arrivée de Phil Spector, retenez bien son nom, qui reprend la production de l'album. Et écoutez-moi bien, McCartney sortira 43 ans plus tard, donc en 2013, Let It Be Naked, une version de l'album sans les orchestrations ajoutées par Spector. Le niveau de haine est totalement dingue. D'ailleurs, il y a un documentaire réalisé par Peter Jackson, il me semble, qui témoigne de toutes les complications au sein du groupe dont je vous parlais. Il n'en reste pas moins que cet album a probablement été le plus difficile qu'ils aient eu à enregistrer, parce que celui d'après, Abbey Road, là, qui est sorti avant, je le rappelle, c'était le dernier, donc il y avait quelque chose de, voilà, mine de rien, il y a quand même pas mal de nostalgie aussi, on se rend compte que c'est assez magique ce qu'on vit, et ce qu'on a vécu, alors que là, au moment où ils enregistrent Let It Be, ils savent pas encore s'ils vont rompre ou pas. Mais voilà, la sortie de Let It Be sera un raz-de-marée qui s'infiltre dans tous les foyers du monde et traverse les époques jusqu'à encore aujourd'hui être considéré par Rolling Stone comme le 20e meilleur morceau de tous les temps. Alors
Alors vous vous demandez sûrement d'où est venue l'inspiration pour ce titre. Eh bien sachez qu'elle est venue d'un rêve. En fait, Paul McCartney n'a jamais vraiment réussi à faire le deuil de sa mère qui est morte pendant son adolescence. En même temps, on le comprend, hein. L'adolescence, est-ce que ça serait pas un sacré bordel comme diraient Florian et Olivio? Bah si. Mais donc un soir, il la voit dans ses rêves et elle lui dit « Let it be ». Genre, tranquille. Qu'il en soit ainsi, laisse couler, en français. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Avec cette formule aussi simple que ces mots, elle l'invite à arrêter de lutter contre les difficultés de la vie, mais plutôt à l'embrasser. Embrasse un peu plus la vie, Paul. Je sais pas si tu te rends compte que t'es un des musiciens les plus récompensés, riches et célèbres de l'histoire. T'as vendu 100 millions d'albums, tu nous fais chier, Paul! À peu de choses près, c'est ça qu'elle lui a dit. À la base, Paul McCartney n'est pas vraiment très chaud pour garder le morceau, voilà, ça lui rappelle des souvenirs douloureux. Donc il décide de le filer à une petite chanteuse, Saul, qui s'appelle Aretha Franklin, dont la magnifique version sort 2 mois avant celle des Beatles. Let it be, let it be, let it be. C'est quasiment sûr qu'il y a un mec, un con, qui a dit « Putain, les Beatles, ils ont plagié Aretha Franklin, là, c'est une dinguerie. » Ah non mais tu sais que c'est des copieurs. S'ils l'ont fait là, c'est qu'ils l'ont fait sur à peu près toute leur discographie. Mais j'ai toujours su que les Beatles, c'était des merdes. Tu vois, sans forcément l'avoir fait exprès, cette chanson sur le deuil accompagnera la fin d'une multitude d'entités. Tout d'abord, elle sera inévitablement le chant du cygne des Beatles, puisque c'est le dernier de leur carrière. On peut presque penser que la chanson dit, voilà, c'est pas grave si c'est la fin, on peut pas lutter contre l'inévitable pendant des années, c'était déjà très beau. Au final, c'est assez surprenant, mais le prime des Beatles, c'est à peine 5 ans, quoi, c'est ouf. L'impact qu'ils ont eu en si peu de temps, quoi, ça me fait penser à Tupac dans un autre style, mais voilà, par rapport aux Stones, c'est vraiment très court, quoi. Cette séparation sera également le symbole de la mort d'une époque, hein, donc les années 60, un certain arc du rock, et la mouvance hippie. Mais en plus, cette chanson est très régulièrement jouée lors d'enterrements. Sans le savoir et en voulant faire le sien, Paul McCartney permet encore aujourd'hui aux gens de faire leur deuil et d'accompagner cette période difficile avec ce morceau intemporel. On passe à 1971. Parfois la vie est dure et nous met à rude épreuve. Elle nous met des obstacles exprès pour voir comment on va réagir. Ne pas avoir sélectionné Stairway to Heaven de Led Zeppelin en 1971 m'a brisé. Pendant une bonne semaine. En fait, les 2 morceaux qu'on a choisis sont tellement des immensités, des sommets. Pourquoi ? Parce qu'elles répondaient à un contexte social et politique très spécial, très compliqué, et je vous propose de voir ça tout de suite, avec une de ces voix off dont peu de youtubeurs ont le secret. Après la période faussement glorieuse de l'après-Seconde Guerre mondiale, s'ouvre une ère de bouleversements sociaux, culturels et politiques aux États-Unis, et même un peu partout en Europe. Une fois que le vieux continent a terminé de s'autodétruire avec le fascisme, la guerre, etc., les États-Unis font tout pour imposer leur impérialisme partout dans le monde. Devenir enfin la plus grande puissance du monde. Quel beau dessin et quelle belle performance pour une nation qui n'existait même pas il y a 200 ans, n'est-ce pas ? Mais pour ça, il faudra combattre la prolifération du venin communiste en Asie du Sud-Est et donc faire la guerre aux Vietnamiens. Alors au début, le pays était plutôt pour, mais petit à petit, l'opinion change et l'éternisation du combat finit par agacer les Amerlocs qui voient leurs enfants revenir blessés et traumatisés quand ils reviennent. Et puis pourquoi faire ? Qu'est-ce que l'Américain moyen en a à foutre de qui est au pouvoir à 11 700 km de son nouveau pavillon à Dallas ? En 1970, la population est de plus en plus opposée à la guerre du Vietnam et il va se passer 2 choses très importantes qui vont tout chambouler. 1. Le massacre de My Lai, dans lequel sont sauvagement assassinés près de 500 civils vietnamiens. Des civils. On en parle encore aujourd'hui comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire militaire américaine. Et 2. L'annonce du président Nixon de l'invasion du Cambodge. Alors là, non, stop, c'en est trop. Les étudiants, puisque c'est toujours eux qui ont le courage de lutter, vont protester, puis ça va partir en couille, il va y avoir des morts. Voilà. Il y a 4 étudiants qui vont être tués par la garde nationale. Alors le mouvement hippie a beau s'être effectivement un petit peu essoufflé, notamment à cause de la quantité de clopes roulées, mais le message de paix, lui, n'est pas mort. Et d'ailleurs, je voulais prendre un tout petit peu de recul avec la vidéo là, pour tous les gens de gauche qui me suivent, n'arrêtez pas le sport en fait. Les gens en face ils sont un néonès eux. Donc les 8-6 c'est sympa, mais un jour sur 2. Bref, revenons aux moutons qu'on avait laissé tranquillement brouter l'herbe de l'année 1971. Les 2 morceaux qu'on a choisis cristallisent parfaitement ce moment, et voici le premier. À ce moment-là, Marvin est au top de sa carrière. C'est la figure de proue de Motown, label légendaire, vous allez le voir aujourd'hui, qui a permis de faire entendre la voix des Afro-Américains. Sur un aspect personnel, Marvin Gaye arrive à un carrefour de sa vie.
sa partenaire de duo Tammy Terrell avec qui il chantait notamment ça, décède après un cancer au cerveau en mars 1970, ce qui va le faire tomber dans une sévère dépression. Et au même moment, son frère revient du Vietnam et lui raconte les atrocités de la guerre. Dans ce contexte-là, je vous pose la question, comment ne pas se poser la question de sa place, du rôle de l'artiste ? Évidemment qu'il va y penser. Il sait qu'il est écouté et qu'il a sa partition à jouer lui aussi dans cette histoire. Donc à ce moment-là, il se dit « Ok, je vais mettre de côté mes textes de Lover, peut-être qu'on les reprendra plus tard, on sait pas, et je vais essayer d'avoir un discours un peu plus profond. » Alors évidemment, au début, les discussions avec le label Motown sont un peu tendues parce qu'à la base, ils se disent « Oulala, attends, on va pas diviser le public quand même, attends, ça se trouve, il y a des gens qui sont pro-militaires et qui t'écoutent, on va pas les brusquer, après ils vont arrêter d'acheter nos CD. Attends, Marvin, tu le vois, tout cet argent, tu l'aimes cet argent, alors ta gueule. » Évidemment, voilà, c'est toujours comme ça, plus tu montes haut dans le système, plus c'est compliqué de parler parce que tu fais perdre de l'argent à des gens. Mais Marvin Gaye est déterminé et finit de convaincre son boss. Victoire, il est libre de chanter ce qu'il veut dans son nouvel album, What's Going On. Viens souffler dans mon chibrin comme un joueur de trompette, allez! Et les amis, je pense que personne n'a regretté ça dans le label parce que le type nous a bel et bien pondu un des meilleurs albums de tous les temps. Tout simplement le meilleur, selon le magazine Rolling Stone. Et faites le test autour de vous si vous voulez, personne ne va jamais vous dire qu'il n'aime pas. C'est très dur de pas aimer cet album. Dans son single éponyme, il implore qu'on arrête d'envoyer des gens se faire buter à l'autre bout du monde pour une cause aussi floue. C'est quoi l'intérêt réel des Américains dans tout ça? Alors j'imagine bien qu'au début, on leur avait dit que si on n'y allait pas, les communistes allaient envahir le monde, etc. Mais tu tiens pas 10 ans avec cette rhétorique-là. C'est pas assez solide pour accepter que des gens de ta famille aillent se faire buter. Au bout d'un moment, tu réfléchis. Au final, qu'est-ce qui est plus beau qu'une belle démocratie, hein? Vous êtes cons ou quoi? C'est pour votre bien, les mecs. Attends, ben là, je te bute. Oui, là, je suis en train de te buter, mais c'est pour ton avenir. Réfléchis, petit Viet Cong. Vous êtes si fragile, si mignon. Bref, dans ce morceau ou dans l'album d'ailleurs, Gaye fusionne soul, jazz ou gospel pour créer une œuvre au genre nouveau et aux propos révolutionnaires. Si on a l'oreille un peu distante, on pourrait penser que le morceau n'est qu'une ballade délicate et soyeuse d'un chanteur de soul au grain de voix fluet et angélique. Mais en s'y approchant de plus près, on découvre un morceau poignant, aux paroles déchirantes et puissantes, traitant des sujets d'une envergure et d'une gravité qui dénotent complètement de la douceur des mélodies. Dès sa sortie, le succès est retentissant et efface évidemment toutes les craintes qu'avait pu avoir Berry Gordy, le boss du label. Le titre se place immédiatement au sommet des charts et devient le cri du cœur de toute une génération. Attendez, parce qu'aujourd'hui, on remonte le passé de la musique, ok, mais aussi celui de notre famille. Grâce au sponsor de la vidéo, MyHeritage, et vous allez voir, c'est une dinguerie. Les gars, j'ai réussi à retrouver mon ancêtre sous Louis XV. En gros, c'est un site qui va t'aider à retrouver des ancêtres et savoir s'ils étaient chevaliers ou vendeurs de poissons. Mais les deux sont bien. J'ai fait le test pour vous, je vous explique tout en 1 minute. Le premier truc que j'ai fait, c'était de remplir mon arbre à l'aide de mes connaissances. Bon, j'ai demandé de l'aide à mes parents parce que j'étais vite bloqué. En fait, l'idée du site, c'est qu'il va t'aider à retrouver des ancêtres de la famille, etc. grâce aux 20 milliards de documents historiques dans sa base de données. Mais plus tu mets d'infos, plus c'est performant, c'est logique, c'est donnant-donnant quoi. Et une fois que j'ai commencé à découvrir des trucs, je vous jure, j'ai passé 2 jours bloqué sur le site tellement c'était passionnant. Donc qu'est-ce que j'ai découvert? Du côté de ma mère, j'ai découvert un arrière-arrière-grand-père qui était mort pendant la Première Guerre mondiale en Grèce à la suite d'une maladie. Grâce à l'index des décès militaires, je sais qu'il est mort à Salonique et enterré à Thessalonique. Dire que je suis allé chercher Nekfeu en Grèce à la place de ma famille, j'ai honte putain. Il a pas sauté quand même, non? Nekfeu. Grâce à la fonctionnalité premium de MyHeritage, j'ai pu sublimer une vieille photo de son petit-fils, donc mon grand-père, quand il avait 11 ans. Du côté de mon père, j'ai découvert que quasiment tous les hommes se sont appelés Jean pendant 7 ou 8 générations d'affilée. C'était une tradition quoi. J'ai trouvé des gardes forestiers, des tailleurs d'habits ou même des receveurs. Mais je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est un poste au Quidditch. Bref, avec mon lien en description et en premier commentaire, tu peux aussi t'amuser. T'as un compte gratuit pendant 2 semaines. Ça te laisse largement le temps de faire tes recherches. On revient à 1971. Fraîchement séparé des Beatles, John poursuit sa carrière et la route pacifiste qu'il avait commencé à paver avec ses compères liverpooliens, toujours accompagné de sa femme artiste Yoko Ono. Ensemble, ils décident de s'attaquer au chaos mondial engendré par les multiples guerres qui font rage à travers diverses actions. Ils vont mettre en place en 1969 ce qu'ils vont appeler des bed-in. À Amsterdam ou encore à Montréal, ils vont inviter des journalistes dans leur chambre d'hôtel entre 9h et 21h sans aucune autre indication.
Sauf que suite à leur album en commun où ils apparaissaient tous les deux nus sur la cover, ces petits cochons de journalistes s'attendent à ce qu'ils baissent devant eux. Des discussions autour de la... des bâtons. Oh là là, alors moi c'est tout ce que j'ai toujours dit d'ailleurs, que le débat c'était le thermomètre d'une société qui va bien. Ah non mais j'adore ça. Avant, j'ai juste une petite question, tu vas lui mettre aucun doigt. John et Yoko s'affichent donc comme les saints défenseurs de la paix dans le monde et nous leur art respectifs autour de cette idée quoi. Yoko Ono avait d'ailleurs sorti en 1964 un livre conceptuel, Grapefruit, qui allait grandement inspirer John pour l'écriture du morceau Imagine. Alors Imagine tranche totalement avec l'aspect réel et brut de What's Going On, et s'inscrit dans un aspect bien plus utopique, un peu niais même. Mais on y reviendra. Pour bosser le morceau, en fait, John Lennon fait appel à celui qui avait tyrannisé les Beatles et qui avait parachevé leur idée de se séparer. J'ai nommé Phil Spector. Quel nom de fou d'ailleurs, franchement. J'ai un pote qui fait des vidéos sur YouTube, il s'appelle Corentin Sarzeau. Et d'ailleurs, c'est lui qui va apporter cette idée d'avoir une production épurée au maximum, portée par des délicates et rêveuses notes de piano, accompagnée d'une batterie très légère et discrète, et des arrangements de violon qui viennent complètement caresser le creux de mon oreille. Avec cette production aussi légère, John et Phil voulaient laisser de la place au texte. Et parlons-en du propos. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? En gros, John nous invite à imaginer un monde dans lequel il n'y aurait aucune différence. Donc sans religion, sans couleur, sans statut social, sans frontières, sans possession, t'as capté. Le problème principal dans tout ça, c'est que ça paraît un petit peu facile de le dire une fois que t'as joui d'absolument tous les privilèges que tu dénonces. À la limite, si tu veux vraiment changer les choses, si tu veux vraiment qu'on te croie, qu'on te suive, tu vends toutes tes possessions, enfin je sais pas, tu les donnes à des associations, j'en sais rien, tu te démerdes, et tu vis comme un vrai hippie, quoi, un hippie pauvre. C'est con, mais le fait que Nekfeu soit un gilet jaune, ça donne de la consistance à ses textes. On y croit, on est dedans, tu vois. Et attention, ça n'enlève rien à la puissance du son, c'est juste sur ses conséquences et potentiels effets, je suis pas sûr qu'il y en ait eu tant que ça. Imagine l'oppossession alors que t'as écrit ça dans un manoir plus grand que celui de Drake, bon voilà, ça casse un petit peu la légitimité quoi. Si l'abbé Pierre, à l'époque, on savait pas qu'il était agresseur évidemment, vivait dans un palace, bon, on aurait un petit peu moins adhéré à son propos, on aurait peut-être un peu moins envoyé d'argent. Mais c'est là toute la complexité des artistes. Et des fois c'est un peu plus intéressant des artistes avec des contradictions plutôt que des gens parfaits parce que scientifiquement d'ailleurs, il y a des études qui le prouvent, la perfection n'attire pas vraiment, c'est pas vraiment charmant. On aime aussi les artistes, parfois pour leurs excès. Bon, malgré ces critiques qu'il a bien mangées à l'époque, ça reste un hymne à la paix, à l'amour, une chanson contre la guerre au Vietnam, quoi. Et surtout, bien plus important, cet été, le DJ de la finale des JO de beach volley a balancé la chanson pendant une petite altercation entre les Canadiennes et les Brésiliennes, et c'est vraiment iconique. Avec cette petite friction qu'il y a eu. La chanson pour la paix. Et oui, Imagine, bien joué. Très très bien joué, elle rigole. Bon, des enfants prodiges, on en a connu, on en connaît, on en connaîtra probablement toujours. Mais Stevie Wonder fait vraiment partie des plus talentueux. Dès l'âge de 4 ans, Steve Landardaway se met à jouer du piano, de l'harmonica, de la batterie, et se fait vite repérer par Ronnie White, membre du groupe The Miracles. Les plus vieux, totalement subjugués, fascinés par son talent, le surnomment Little Stevie Wonder. En gros, Stevie, la petite merveille. En 1961, alors qu'il n'a que 11 ans, le label Motown, encore lui propose un contrat, et 2 ans plus tard, il va connaître avec Fingertips son premier hit national. Le morceau grimpe à la première place des charts, faisant de Little Steve le plus jeune artiste à y parvenir, et c'est pas mal, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est un record inégalé, et non pas sénégalais. En gros, le boss du label en aurait fait un enfant star bien juteux, apparemment il aurait généré plus de 30 millions de dollars avant d'être majeur. Et dites-vous que 30 millions de dollars en 69, c'est 230 aujourd'hui. Et regarde, tellement j'aime l'argent, j'ai dit, billet personnalisé, 55, t'as déjà vu 55 ? Moi j'ai 55, parce que j'adore l'argent. Le bric-à-brac, je t'adore là. Alors tout ça, c'est beau, c'est super, l'argent, le succès, etc. Sauf que quoi, en 1969, il commence à être un adulte et la hype baisse, les ventes baissent. Donc le label commence à avoir des inquiétudes. Et oui, un label, c'est pas toujours là pour faire de l'art, par contre c'est toujours là pour faire de l'argent. Il faut en faire plus qu'on en perd, sinon la maison de disques ferme. Donc, ils sont dubitatifs concernant le cas Stevie. Et alors là, pardon, j'ai envie de sortir de la vidéo 3 secondes, mais vous imaginez comment c'est inhumain, le monde de la musique ? Il y a des types, sûrement trentenaires, quarantenaires, je sais pas, voire plus, qui vont becqueter sur un enfant aveugle.
pendant une décennie entière, qui vont se faire un argent phénoménal avec des contrats, j'en sais rien, là je dis au hasard, mais sûrement avantageux pour eux, etc. Et une fois que ça commence à peine à diminuer, ils sont en train de se dire allez, on va le jeter. Non mais c'est une folie. Franchement, depuis le début, c'est Diams qui avait raison. Voilà, le milieu de la musique, c'est infernal. Il n'y a pas la place pour des âmes. Ben bref, je suis en train de m'exciter pour rien parce qu'au final, ils vont le garder. Mais Stevie a réussi à négocier un contrat où il est un petit peu plus libre. Il souhaite s'affranchir du côté pop et expérimenter. Voilà, tenter des trucs. On va voir là où ça nous mène, on verra. Coup de bol, et je parle pas de ma femme qui me frappe avec du mobilier de cuisine, Jeff Beck, un guitariste légendaire, le kiffe et lui propose de taffer avec. Et attention, Jeff Beck, c'est pas le guitariste des Bébés Brunes. Le magazine Rolling Stone, qui n'est pas un magazine de peintre, en ce qui concerne la guitare, le classe comme le 5e plus grand guitariste de tous les temps. Ce qui nous amène tout droit en 1970, dans un studio d'enregistrement où se retrouvent ces deux monstres de la musique, deux titans. Ce jour-là, Jeff débarque avec une boucle de batterie qu'il apprécie particulièrement, et Stevie lui dit vas-y, fais-toi plaisir, improvise mon pote. Et c'est ainsi que naquit le riff iconique de Superstition. Dans sa démarche de créer un son qui lui soit propre, Stevie joue sur un clavinet Honor Model C qui donne ce son funky électro. Un son assez particulier qu'on peut reconnaître dans d'autres morceaux de funk de l'époque, genre Kool and the Gang ou Gainsbourg. Toujours mu par cette volonté d'ajouter de la profondeur à sa musique, Stevie porte une attention particulière au texte. Il y traite de toutes les superstitions, croyances et craintes qui régissent nos vies, alors même que nous peinons à en comprendre le sens. En gros, c'est un appel à la rationalité. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, dans la version qu'on entend, Stevie Wonder joue lui-même à un moment de la batterie. Voilà. Pardon, monsieur Stevie. Et la Motown savait jouer des coudes et être stratégique parce que à la base, c'était censé sortir du côté de Jeff Beck. Mais ils insistent et réussissent à le sortir en premier dans le catalogue de Stevie, la petite merveille quoi. Parfois c'est utile une maison 10, parfois il y a certaines personnes qui travaillent dedans qui ont les dents longues, et ça peut servir. C'est le cas ici. En tout cas, c'est le premier morceau du nouveau Stevie Wonder, adulte, et c'est un hit immédiat. Félicitations. Première place des charts, ce qui propulse le chanteur à un rang de star mondial. Il gagnera par la suite avec ce titre 2 Grammy, meilleure paire vocale Rhythm and Blues masculine et meilleure chanson Rhythm and Blues. Si t'arrives devant moi tout pimpant avec un beau jean et que tu me dis que l'année 1973 c'est la meilleure année de l'histoire de la musique, eh ben écoute, tu sais quoi, je vais te croire. En tout cas, j'aurais envie de te croire et j'aurais envie de débattre avec toi. Parce que il y a quelque chose de magique dans l'année 1973, en plus d'être l'année de la création de la marque Billabong. Je pense qu'on pourrait se faire un petit shot. Tout ça pour dire, faire un choix cette année-là, ça a été très compliqué, ne nous engueulez pas, on a fait ce qu'on a pu. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on se retrouve sur une multitude de styles, l'avènement de la soul, les réminiscences du rock, l'émergence d'une culture alternative. Et d'ailleurs, l'âge d'or de la vente des vinyles fait qu'il y a beaucoup d'argent dans la musique, donc beaucoup de gens qui veulent en faire et qui sont motivés, etc. Et depuis les Beatles, les stars peuvent désormais être internationales et plus seulement des petites vedettes dans leur pays. And later on, their success in America broke down a lot of doors that helped everyone else from England that followed. And I thank them very much for all those things. Dites-vous, dans les morceaux qu'on n'a pas gardés, il y avait ça. Mais parmi cette cuvée extraordinaire, il y a 2 morceaux qui sortent du lot, et je parle pas du département 46, 47 d'ailleurs pour le Lot-et-Garonne. Passons. Et encore une fois, sur les 2 qu'on a retenus, on a dû en choisir qu'un seul, on n'allait pas non plus faire comme en 71 et en garder 2. Enfin voilà, sinon c'est de la triche, on l'a fait une fois, c'est une exception, ok, mais là, il fallait en garder qu'un, et un des morceaux qu'on n'a pas gardé, c'est Dream On de Aerosmith. Ça fait chier quoi. Déjà plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify. C'est-à-dire qu'il y a plus de streams que de gens sur Terre en 1820. Et 1820, c'est pas si vieux, c'est l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père. Au final, j'ai peut-être connu un type qui a connu un type
qui était né en 1820. Alors en plus, vous allez rire, le morceau n'a pas fonctionné directement. C'est le Fight Club de la musique ou... J'ai trop bouillard, je suis en gueule de bois. Ça se voit sur mes yeux, qu'est-ce que tu vas faire? Mais vu qu'un morceau culte peut en cacher un autre, en 2002, Dream On s'offre une seconde jeunesse lorsque Eminem le sample sur Sing for the Moment. Ça deviendra aussi un classique d'Eminem en plein prime et ils le joueront ensemble lors du concert d'introduction d'Eminem au Hall of Fame en 2022. Et aurait-il pu mieux rêver pour une chanson qui s'appelle Rêver? Non, ouais, je pense pas. Hein. Mais le morceau retenu pour cette année 1973, c'est Let's Get It On de Marvin Gaye. Deuxième étoile pour Marvin, on dirait Didier Deschamps en 2018. Deschamps est au sommet du ciel. C'est pas mal, mais fait pas le malin, John Lennon en a 4. Donc on en a parlé en début de vidéo, Marvin a pris une tournure politique avec What's Going On en 1971. 2 ans plus tard, il va encore une fois vouloir se renouveler. Et encore une fois, le tumulte de sa vie va l'inspirer. En gros, alors que sa relation avec Annie Gordy, la sœur de son boss qui gère le label Motown, bat de l'aile, il tombe amoureux de la fille d'une de ses collaboratrices qui a la moitié de son âge, soit 17 ans. Mais on est dans une période de libéralisation sexuelle, de mouvements féministes, de développement des moyens de contraception, voilà, ça se décoince un petit peu. Le sexe est de moins en moins ce sujet tabou. Enivré par cette nouvelle relation, Gaye souhaite prendre un tournant bien plus cru et charnel dans sa manière de chanter l'amour. Et écoutez-moi bien, même si on enlève les paroles, les 3 premières secondes de musique suffisent à comprendre de quoi retourne le titre. Jamais une composition n'a autant débordé de sexualité. Et écoutez-moi bien, dès l'ouverture du titre, les notes de guitare donnent le ton. Et alors là, ce n'est surtout pas la ligne de basse toute suave, la batterie lente et appuyée, et encore moins le saxophone qui vont me faire croire que ce morceau ne pue pas le cul. Tout est limpide, on voit dans ton jeu, Marvin. Malgré tout, on n'est pas sur du Patrick Sébastien, le morceau reste d'une délicatesse et d'une finesse extraordinaire. Et l'interprétation de Gaye vient parachever le tout avec des mélodies qui changent de rythme, l'utilisation de sa voix, appuyant certains mots, chantant d'autres avec plus de retrait et de légèreté. Ce morceau a pavé la voie pour une multitude d'artistes qui vont pouvoir parler plus librement de sexe derrière. À l'époque, le morceau avait choqué, donc ça serait absolument génialissime de revenir dans le temps et de leur faire écouter WAP de Cardi B. Entre son influence, le nombre de scènes dans lesquelles le morceau a été utilisé au cinéma et sa place de numéro 1 dans le Billboard, je pense qu'on est bel et bien sur le titre le plus iconique de 1973. T'as jamais écouté? Arrête. Si, au moins une fois. Ça m'intéresse pas, moi, les gars. Moi, tu me connais. Mais t'es fou, Bob Marley, quand même. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il raconte, Bob Marley, dans ses morceaux? Bon, a priori, à part Kobalade, tout le monde connaît Bob Marley. Je pense que c'est le seul artiste qui a réalisé cet exploit d'incarner à lui seul un genre musical aux yeux du grand public. Je pense que vraiment, il y a plein de personnes qui connaissent aucun autre artiste reggae que Bob Marley. Ou alors, à la limite, ses enfants et ses petits-enfants, mais bon, c'est lié, quoi. Bob Marley est né la même année qu'Hitler est mort, en 1945. Donc ça commence très bien, cette histoire. Franchement, belle année. Par contre, il y a une information qu'on commence à avoir beaucoup de mal à assimiler, c'est que Johnny est plus vieux de 2 ans que Bob Marley. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Non. Bob Marley naît dans un petit village à la campagne, mais il va grandir à Trenchtown. C'est un quartier populaire et assez mouvementé, on va dire, de Kingston, qui est la capitale de Jamaïque. En 1962, il crée le groupe The Wailers avec 2 potes, et sa carrière musicale débute à seulement 17 ans. Très impliqué dans la vie sociale des ghettos, il a à cœur d'unifier et de pacifier la ville de Kingston en la débarrassant des guerres de gangs. En 1964, le groupe sort son tout premier single Simmer Down, qui est un synonyme de Calm Down, et appelle les Rude Boys, donc les gangsters de Kingston, à la paix. Le morceau sera très chaleureusement accueilli et deviendra le premier succès d'une longue lignée. Et 2 ans plus tard, en 1966, Bob Marley rejoint officiellement la doctrine Rastafari, mouvement social qui vise à rendre la dignité au peuple africain. Donc il adopte les couleurs du drapeau Rastafari, qui est celui de l'ancienne Éthiopie impériale, rouge pour le sang, jaune pour les richesses spirituelles et matérielles, vert pour le royaume de Dieu sur terre. Et contrairement à quelques vieux clichés, le rastafarisme est un mouvement socio-politique très élaboré avec diverses branches, un code moral et de conduite hyper établi. Par exemple, ils peuvent faire vœu de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire d'alcool issu des vignes. Ils prônent le régime végétarien et considèrent la ganja comme un moyen d'élever son esprit.
Dans ce morceau teinté de mélancolie, il se rappelle les bons moments passés dans son quartier malgré la violence et les problèmes qu'il y avait, quoi. Mais aussi les moments hardcore. Et encore une fois, le morceau n'a pas été directement un hit mondial, hein. Comme quoi, ça arrive souvent. En fait, c'est seulement après un live à Londres en 1975 qu'il le devient. En Angleterre, puis dans l'Europe entière, puis un peu partout dans le monde, quoi. À 30 ans, il passe de star dans son pays à icône internationale. Est-ce que vous avez envie d'entendre une anecdote ludique et sympathique qui rapproche Bob Marley et Nekfeu ? Est-ce que vous en avez envie ? Oui ? Eh bien, c'est tout de suite, bande de vénères. En fait, quand Eric Clapton a repris I Shot the Sheriff, c'était un morceau assez inconnu en Angleterre. Un jour, Bob Marley se réveille et il se dit « Mais attends, il s'est fait énormément d'argent avec ce morceau. C'est quand même moi qui l'ai créé, ce truc. Alors merci, ça m'a fait de la pub. Mais il me doit de l'argent, ce bâtard. C'est obligé. » Sauf que avant de partir dans des histoires de procédures, des avocats, etc., il prend bien le soin de noter le nom de son meilleur pote dans les auteurs de la chanson, alors que c'était pas du tout vrai. Et comme ça, voilà, il a mis son pote à l'abri. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas. Aujourd'hui, Bob Marley et ce morceau sont considérés comme des monuments, pas seulement de la musique d'ailleurs, mais d'une philosophie, et sont encore adulés par une partie de la jeunesse qui refuse le diktat du système capitaliste. Et oui. Alors je vais faire un aveu, j'aime pas trop Queen, mais attention, je sais rester objectif et reconnaître qu'on est face potentiellement au morceau le plus iconique de tous les temps. Je veux dire, qu'est-ce qui est plus iconique que ce morceau ? Un succès critique absolument phénoménal, 2,5 milliards de streams sur Spotify, 1,8 milliard sur YouTube, le clip. Voici l'histoire incandescente d'un morceau qui n'a aucun sens. Voici l'histoire de Bohemian Rhapsody. Encore une fois, un label sous couvert de codes, de cases, de conventions a failli nous priver de cette merveille. Si Freddie Mercury et ses copains n'avaient pas insisté, on n'aurait probablement jamais pu écouter Bohemian Rhapsody. On connaît évidemment tous Queen, ce groupe anglais légendaire composé de Brian May, Roger Taylor, John Deacon, mais surtout Freddie Mercury. Fasciné par le théâtre, l'opéra ou la musique classique, Freddie Mercury déborde d'excentricité et va essayer de réunir toutes ces caractéristiques dans la musique qu'il va concevoir avec son groupe Queen. Reconnu par ses pairs pour des capacités vocales absolument époustouflantes, lui qui pouvait aussi bien passer d'un registre de baryton à celui d'un ténor, voire même parfois de soprano. Nous sommes au début des années 70, Queen s'est déjà bâti une solide réputation auprès du public rock. Porté par leur production épique et grandiloquente, couplée à la personnalité exubérante et théâtrale de Freddie. Ce type rêve de créer une œuvre qui abat les murs du rock et aspire à des horizons plus vastes, plus colorés, plus à son image. Au moment où ils sortent l'album A Night at the Opera, on en parle comme l'album le plus ambitieux jamais sorti. Et parmi toute la folie burlesque, rock et baroque de l'album se distingue Bohemian Rhapsody, le fou parmi les fous. Conçu comme une véritable pièce d'opéra, la structure de ce morceau est tout bonnement irrationnelle pour un titre de musique rock occidentale destiné à être joué en radio et vendu en single. Pas de couplet, pas de refrain, mais un morceau scindé en 6 sections très distinctes qui s'imbriquent les unes dans les autres pour former cette chimère musicale envoûtante. Il y a tout dans ce morceau, il y a la vie, il y a la mort, il y a surtout Freddie qui commence à chanter a cappella, un piano qui le rejoint ainsi qu'un orchestre rock, des transitions aux airs d'opéra, du hard rock avec des guitares hurlantes, et enfin, une ballade déchirante avec comme conclusion que finalement rien n'est vraiment important. Alors vous savez, parfois on entend des artistes raconter qu'ils n'ont pas fait exprès de faire un tube. Vald, pour désaccorder, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de Léo Ferré, qui a écrit avec le temps en seulement 10 minutes. Et bien là, c'est exactement le contraire. La construction de ce morceau a été infernale. Déjà, Freddie a été totalement bridé par les capacités techniques de l'époque. Tenez-vous bien, sur certaines sections, il y a 180 pistes de voix. Et les bandes sur lesquelles ils enregistraient à l'époque ne pouvaient en contenir que 24. En gros, ils devaient enregistrer les 24, mixer le tout en une seule et réenregistrer par-dessus. Au total, ce sont 3 semaines de répétition et 6 semaines d'enregistrement. 9 semaines de travail
pour une chanson. Il reste encore aujourd'hui comme le morceau à la production la plus onéreuse de l'histoire, et cette histoire me fait complètement penser à Power de Kanye West. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait déclaré qu'ils avaient passé 5000 heures sur le morceau Power. Bon alors, je crois qu'il a additionné les heures de toutes les personnes qui ont taffé dessus, je pense qu'il devait y avoir plus d'une dizaine et tout, mais ça reste énorme. Bref, on entend souvent que les tubes sont un peu faits au hasard. Parfois, quand même, les moments iconiques naissent dans le dur labeur. Et Freddy et ses copains ont du pif, ils savent bien qu'ils ont quelque chose de légendaire, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Tourner un clip légendaire. Certaines personnes en parlent d'ailleurs comme le premier clip de l'histoire. Bon, apparemment c'est faux, parce que les Beatles, Bowie, etc. en avaient déjà sorti, mais disons effectivement que la vidéo était assez révolutionnaire et c'était a priori la première fois qu'un clip était autant au cœur de la stratégie marketing d'un morceau. En 2005, il avait été classé comme 4e meilleur clip de tous les temps, le premier étant Thriller. À la sortie, c'est succès immédiat, le public est totalement conquis par cette structure novatrice. Le morceau, écoutez bien, reste 9 semaines en tête des charts en Grande-Bretagne. C'est énorme. Et il retrouvera cette position en 1991 après l'annonce du décès de Freddie Mercury. Et d'ailleurs, il me semble de mémoire que Magic Johnson avait annoncé son sida 2-3 jours après, donc c'était une époque où voilà. C'était vraiment le sujet de société. Sachez, si vous voulez une petite anecdote, que c'est le morceau le plus streamé du XXe siècle. Il a permis un moment de vie magnifique lorsque le public de Green Day attendait qu'il monte sur scène à Hyde Park en 2017. Le DJ lance le morceau et toute la foule le chantonne en chœur, formant une immense chorale qui aurait rendu fier Freddie 42 ans après la chanson et 26 ans après sa mort. Après avoir largement exploré les Royaumes-Unis et le royaume d'Elisabeth, on s'aventure maintenant au pays des boulettes de viande et de Zlatan Ibrahimović. Bienvenue en Suède. En 1976, la situation socio-économique est compliquée dans beaucoup de pays occidentaux et j'ai envie de vous poser une question, qu'est-ce que va faire la jeunesse pour aller mieux à part emmerder le Front National évidemment, et elle va aller danser jusqu'au bout de la nuit et envoyer ses plus beaux moves sur le dance floor au rythme du disco. Maman, papa, vous vous êtes régalés, alors certes vous avez grandement participé à ruiner la planète et vous avez donné naissance à la génération la plus angoissée de l'histoire, certes, mais en tout cas ça avait l'air d'être marrant. Dans cette envie d'hédonisme, un phare va apparaître pour guider cette jeunesse qui veut transpirer du dos et faire crisser les semelles de leurs chaussures sur les parquets de boîtes imbibés de tiponches de nos anciennes colonies qu'on appelle aujourd'hui les dom-toms. Ce phare, les amis, c'est Abba. Mais peut-être qu'il se trouve à bâbord. Abba, c'est d'abord l'histoire de la rencontre entre deux couples suédois qui vont unifier leur amour respectif pour créer une des plus grosses machines à tubes disco de l'histoire. Eh oui, on parle de ça. Le premier couple se rencontre à un concours de présélection pour l'Eurovision de 1969. Vous allez voir, c'est assez étonnant, leur histoire est vachement liée à l'Eurovision et même à la télé de manière générale. Donc ils perdent le concours, mais gagnent probablement au change parce qu'ils gagnent un partenaire amoureux, et ça c'est beau. Benny avait l'habitude de chanter avec son pote Bjorn, qui a lui aussi rencontré sa femme dans une émission de télé. En 1970, les deux couples s'envolent à Chypre pour faire une énorme partout... Non, ça va. En 1970, les deux couples s'envolent à Chypre, pays où naîtra Diams 10 ans plus tard, donc très peu probable qu'elle ait assisté au concert dont je vais vous parler tout de suite. Effectivement, un soir, ils se sont retrouvés à improviser une petite prestation pour des soldats des Nations Unies, devant des soldats des Nations Unies qui séjournaient sur l'île à ce moment-là. Mais en fait, ça se passe tellement bien, il y a de l'alchimie, tout a l'air logique, qu'ils auront cette idée folle de créer un groupe. Ce qui va arriver 2 ans plus tard. Pour le nom très simple, on va pas réfléchir 1000 ans d'ailleurs, on n'est pas en Italie mais en Suède. Petite vanne, bref, on prend l'initiale de chaque membre, 2 ans plus tard ils gagnent l'Eurovision. Très belle vengeance les gars, avec leur single Waterloo. Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Ça y est, l'Europe entière a découvert le groupe, l'histoire est plus en marche que Macron en 2017. L'époque où il paraissait jeune là. En 1976, le disco s'apprête à régner sur le paysage musical occidental, et attention, c'est surtout pas le son de l'année suivante qui dira le contraire, et Dancing Queen a sa part de responsabilité. Le titre s'ouvre sur une partie orchestrale solaire, entraînante et dopée de joie. Si la structure couplet-refrain-couplet s'inscrit dans la tradition des singles radio, la richesse de sa composition instrumentale et les harmonies vocales en font un morceau très dense, avec plusieurs grilles de lecture. Une densité notamment inspirée par la musique de Phil Spector, encore lui, le type dont on parlait déjà pour les Beatles,
et sa théorie du Wall of Sound. Le Wall of Sound, en gros, c'est un peu l'ancêtre du layering. Il superposait plusieurs instruments similaires, un orchestre enregistré ensemble avec d'autres instruments pour avoir un peu de repli dans les autres micros. Il envoyait tout ça dans une reverb via une echo chamber, à l'époque c'est comme ça qu'on faisait, et il rendait le tout plutôt monophonique. Et sur les radios et les karaokés de l'époque, le son était assez incroyable. Mais le titre n'est pas que un hymne au déhanchement. C'en est un, mais pas que. En fait, le producteur Benny Andersson a confessé qu'ils avaient tenté de faire un morceau qui puisse aussi s'écouter seul, de manière un peu plus introspective, notamment en ralentissant le BPM classique du disco de 120 à 100, ou avec des arrangements de piano inspirés des valses de Brahms. Et évidemment, les chœurs languissants ajoutent cette petite dose de mélancolie. Dès sa sortie, le titre est un carton en Suède évidemment, mais aussi dans le monde entier. Pour la première fois, ABBA connaît le Graal absolu, c'est-à-dire la première place des charts américains. J'imagine que cette première place te fait gagner tellement d'argent. D'ailleurs, pareil au Royaume-Uni et dans une bonne partie de l'Europe, ainsi que l'Australie. On parle même là-bas d'une effervescence autour du groupe semblable à la Beatlemania. Bon, 1977, c'est probablement l'année où faire un choix a été le plus difficile. En gros, la musique est un carrefour qui donne lieu à un combat sans merci pour le titre tant convoité par tous les artistes évidemment, du morceau le plus iconique de cette année décerné par la chaîne YouTube Viens on discute. On va pas parler longtemps, écoutez plutôt ce qu'on a dû délaisser. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, cette année-là, un groupe culte sort 2 singles qui vont être totalement iconiques, mais qu'on n'a pas gardé. Parce que voilà, celui qu'on a gardé, il est imbattable. On parle bien évidemment de Queen avec leur maxi We Will Rock You sur la face A et sur la face B We Are the Champions. Dans n'importe quelle année ça gagne, on passe encore ces musiques-là dans des stades aujourd'hui. Malheureusement, en 77, ils sont en compétition avec la BO de film la plus vendue de tous les temps, et peut-être le hit de disco le plus culte de l'histoire, donc voilà. Désolé Queen, on t'adore, enfin moi non, mais c'est les Bee Gees qui l'emportent. Avant de muer vers le disco, qui les portera au sommet des charts et les rendra légendaires, les trois frères et leurs potes étaient dans un délire pop teinté de soul. Ils étaient déjà connus et respectés de leur père, tels que des petits artistes du nom de Michael Jackson ou Brian May de Queen. Le succès d'estime, c'est bien, c'est génial même. Mais la richesse éternelle et la gloire que t'amène un hit intemporel, c'est cool aussi. Et c'est avec Staying Alive que les Bee Gees vont rencontrer leur fabuleux destin. Porté par le refrain entêtant et iconique, Staying Alive va rapidement devenir l'un des titres les plus écoutés de tous les temps. Et pour retracer l'histoire de sa conception, il faut aller en France, oui, dans le 95, et oui, dans le château d'Hérouville. Acheté par le producteur de musique Michel Magne, il fait du château le premier lieu de résidence artistique du monde. Un lieu où se mêlent studio d'enregistrement évidemment, mais aussi cinéma, piscine, bref, le tout dans une bâtisse historique de 57 pièces. Un T57 quoi. Et moi je cherche un T2 à Marseille en ce moment, putain. Alors apparemment les Pink Floyd auraient été les premiers à y faire un tour avant d'autres artistes assez mythiques. On parle de David Bowie, Iggy Pop, Elton John, bref. D'ailleurs Elton John, il avait nommé un album Honky Château en honneur du château d'Hérouville. Enfin, dernière anecdote sur cette superbe bâtisse, des légendes racontent que le château a été le témoin d'une histoire d'amour entre Chopin et George Sand. Magnifique. Bref, en janvier 1977, j'imagine qu'il faisait un peu froid, mais c'est pas grave, les trois frères débarquent dans le château pour enregistrer, bien décidés à enregistrer leur nouvel album. Pendant la résidence, leur manager les appelle pour leur proposer de faire la BO d'un film à petit budget. La réponse, c'est évidemment non. C'est ciao. Je viens d'avoir une nouvelle théorie, je pense que ce nom, s'il était resté un nom, aurait été le nom qui coûte le plus cher de l'histoire. Je pense potentiellement que c'est un nom qui coûte 100 millions d'euros. Voilà. Si tu gardes le nom, il y a 100 millions d'euros en moins qui sont générés pour toi, pour le groupe. Je le pense vraiment. Heureusement, le manager a bien fait son travail, il insiste et finit par avoir l'accord du groupe. Ils veulent bien réaliser 3 morceaux. Bon, qui se transformera en 5 à la fin. Le film en question, c'est Saturday Night Fever, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon joué par John Travolta, absolument inconnu au moment du tournage, qui s'évade tous les week-ends en dansant pour échapper à sa vie morose.
Et en seulement 3 jours, les Bee Gees accouchent de 3 titres, dont Staying Alive, qu'ils enregistrent, attention, non pas dans les studios qui ont dû coûter des milliers, voire des centaines de milliers d'euros, mais dans les escaliers. Assis sur les marches, Barry et Maurice jouent de la guitare, pendant que Robin chante sans le savoir les mélodies qui accompagneront des pas de danse pendant des décennies. Dernière petite anecdote croustillante, en fait, le groupe a pu voir le film déjà monté pour créer les morceaux. Ce qui veut dire 2 choses, et la première c'est qu'ils ont filmé John Travolta qui dansait sans musique, ça devait être extraordinaire, franchement c'est complètement fou. 2, ils ont pu s'inspirer de ses pas pour créer la musique en fonction, et évidemment, le résultat va être génial. Et voilà comment ce méga beau gosse de John a contribué sans le savoir à la création d'un des plus grands hits de tous les temps. Dès sa sortie, le film et la BO qui l'accompagnent sont un véritable raz-de-marée, John Travolta devient une star, les Bee Gees deviennent des icônes, bref. Le disco devient officiellement le genre le plus populaire du monde, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là ça y est, c'est vraiment pour moi cette BO qui lui donne ce statut. Avec 40 millions de singles vendus, c'est plus de singles vendus que de français, je pense à l'époque, et j'ai pas vérifié, mais ça doit être à peu près par là. C'est quand même dingo cette histoire, voilà. Bref, Staying Alive devient le single le plus vendu de tous les temps, avant de se faire détrôner quelques années plus tard par Thriller de Michael Jackson, dont on parlera sûrement dans la vidéo sur les années 80, j'imagine. Et enfin, petit bonus, celle-là elle est seulement pour les gros kiffeurs qui me regardent. Ce morceau offrira également une scène culte dans la série non moins culte, The Office. Staying alive, staying alive. You can look the other way. Staying alive, staying alive. « 1978, l'hégémonie disco campe le sommet des charts et ne laisse rien à personne. Dans cette nébuleuse va apparaître un groupe qui va bouleverser les dance floors et incarner un mouvement civique, social et culturel, les Village People. Ladies and gentlemen, that very exciting vocal group, the Village People. Créés de toutes pièces par 2 producteurs, les Village People sont ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'industry plant, c'est-à-dire un pur produit marketing façonné pour répondre à une demande. Et il s'avère que derrière ce groupe culte se trouvent 2 Français. Village People, c'est un peu la statue de la liberté de la musique. Bref, nous appellerons nos 2 producteurs Jacques et Henri pour une raison fondamentale, c'est leur prénom. Dans les années 70, Jacques Morali s'envole et part s'installer aux États-Unis. Très vite, il rentre en total kiff avec la musique disco et rencontre un jeune chanteur prometteur qu'il va commencer à produire. Le morceau rencontre un succès et même s'il est modeste, il fait naître chez Jacques l'idée de former un super groupe qui puisse incarner cette culture gay qui apparaît au même moment. Et après avoir assisté à la représentation d'un spectacle intitulé Les Mouches, il a un éclair de génie, c'est-à-dire qu'il va constituer un groupe dont chaque individualité sera l'incarnation d'un personnage aux caractéristiques très virilistes. On prend les clichés et on leur retourne leur mère. Et c'est ainsi que naissent les Village People, un groupe de 6 chanteurs-danseurs parmi lesquels on trouve un policier, un amérindien, un cow-boy, un ouvrier, un biker et un soldat. Après énormément de tentatives, Jacques finit de convaincre enfin son pote Henri, après avoir signé un deal avec Casablanca Records. Faut savoir que Henri était énormément cupide. Non, je rigole. Ensemble, ils conçoivent le titre qui deviendra un hit mondial, YMCA. YMCA signifie Young Men's Christian Association, une ONG qui œuvrait dans le monde entier depuis la moitié du 19e siècle. L'objectif de cette association était de donner des cours, offrir un logement et faire du sport à des jeunes précaires. Le tout en faisant la promotion de l'église et du travail humanitaire. Alors attention, vous allez entendre une anecdote exceptionnelle, sachez que le basket a été inventé en 1891 par le professeur Naismith, bon ça... Tous les petits geekos qui suivent un peu le basket le savaient, mais par contre ce qu'on savait pas, c'était que c'était au sein d'une université YMCA. Et ouais mon gars, le groupe Village People et le basket sont un petit peu liés. Tu pensais pas sortir de cette vidéo en ayant appris autant de choses, et attention parce que c'est pas fini, parce que pareil pour le volley, 4 ans plus tard, même si c'est historiquement pas du tout aussi important, culturellement non plus d'ailleurs, enfin voilà. Ce sport n'a eu aucun impact sur rien, mais voilà. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, c'est un sport à l'agonie totale avec 27 licenciés en tout, ça servirait à rien de le descendre dans une vidéo, ça serait immature de ma part. Apparemment pour une étude sociologique, ça fait 15 ans qu'on cherche une personne qui a regardé un match de volley en entier, en vain. Dernière anecdote, le futsal aurait été inventé en 1930 par un prêtre argentin, directeur de YMCA. Voilà, donc
C'est juste impressionnant toutes ces infos. Et très rapidement, la YMCA devient une safe place pour les jeunes homosexuels. Et Morali, malin comme un singe, rusé comme un renard, agile comme un écureuil, il voit l'opportunité de faire un morceau à double sens. D'abord, un morceau universel célébrant la joie, la bonne humeur, l'insouciance, puis en deuxième lecture, un hymne libertaire homosexuel. Dès sa sortie, Jacques Morali gagne son pari, le titre devient rapidement un hymne à la culture gay, et même plus encore, le titre devient un tube. Tout simplement. Notamment grâce à la choré que vous connaissez tous, qui est simplissime à reproduire. Le morceau va ensuite inonder la radio et les clubs, il devient numéro 1 dans toute l'Europe, en Australie, et finit 2e du Billboard aux USA. Au total, ce sont 12 millions de copies qui se sont vendues. On est en 1979, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que c'est la dernière chanson de la vidéo, et donc... De ce fait, je voulais m'excuser à Pink Floyd de ne pas avoir retenu Another Brick in the Wall, voilà. J'espère que le ciel aura assez de clémence, qu'il sera miséricordieux à mon égard. Hey, teacher, leave them kids alone. Malheureusement, cette année, le rock d'architectes, intello et bourgeois va se faire casser la gueule par une bande de mi-écossais, mi-australiens énervés. Dans les années 1950, à Glasgow, naissent 2 garçons qui vont changer à jamais le cours de l'histoire de la musique. Et d'ailleurs, la musique, a priori, c'est de famille, parce que après avoir suivi leurs parents qui déménagent en Australie en 1963, l'aîné George va tout casser dans ce pays avec son groupe Easy Beats. Les 2 petits, Angus et Malcolm, sont inspirés par la musique de leur frère et le rock énergétique de la fin des années 60. Et donc en 1973, ils décident de monter officiellement AC/DC, et d'ailleurs le nom vient d'une idée de leur sœur qui voit cette inscription sur une machine à coudre. Alors au début, ils galèrent à trouver des compagnons solides, ils enchaînent les bassistes, les batteurs et les chanteurs. L'aventure AC/DC s'envole véritablement lorsqu'ils recrutent Bon Scott pour remplacer le très mou du gland Dave Evans. Effectivement, la voix éraillée et l'énergie de Bon correspondent absolument aux ambitions musicales des frangins Young. Entre 74 et 77, le groupe connaît un succès croissant et exponentiel pour devenir si ce n'est le groupe le plus populaire d'Australie, notamment via beaucoup de passages dans des émissions de télé. Ils exportent très rapidement le succès qu'ils connaissent en Europe et aux États-Unis en faisant des premières parties de groupes légendaires comme Aerosmith ou Black Sabbath, et apparemment pendant ces représentations, l'énergie qu'ils mettaient ainsi que le savant mélange entre blues, hard rock et metal faisait parfois un peu d'ombre au groupe qui jouait après. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, j'y étais pas. À cette période, ils travaillent sur leur album Highway to Hell. Sans le savoir, ça sera le dernier qu'ils feront avec Bon Scott. Mais c'est ça le rock, putain. Tu fais un album, tu sais pas si tu seras vivant pour le prochain. C'est ça le rock. Le titre éponyme s'ouvre sur un des riffs de guitare les plus connus de tous les temps. Les 5 premières secondes de cette chanson suffisent à renverser d'un coup les 10 000 pintes d'un stade plein à craquer. Les accords sont simples mais tellement percutants. Très rapidement, la guitare est rejointe par une batterie et une basse qui lui accordent au final encore plus d'importance. Quant à Bon Scott, notre héros du jour, il est flamboyant. N'ayons pas peur des mots, sur ce morceau, il est précisément le rock'n'roll. Évidemment, la mention de l'enfer dans le titre a fait couler beaucoup d'encre. À l'époque, les théories sordides proliféraient de tous les côtés. Parmi celles-ci, on mentionnait une autoroute qui menait à un bar, apparemment mal fréquenté, que Bon Scott adorait, où il y avait pas mal de bagarres, etc. Évidemment, il y a eu beaucoup de liens faits avec le satanisme aussi. D'ailleurs, ça n'a absolument rien arrangé quand Richard Ramirez, un tueur en série américain bien glauque, a affirmé qu'il écoutait AC/DC en boucle. La réalité derrière ces paroles est, comme d'habitude, beaucoup plus simple et moins fantaisiste que ce qu'on peut imaginer. Bon Scott, il écrit simplement le quotidien éreintant mais magnifique, d'une certaine manière, d'une rockstar, parcourant le monde entier avec leur musique. Bien que la vérité soit très loin du satanisme, la référence faite à l'enfer dans le titre, couplée à la cover où Angus Young apparaît avec des cornes, fait que les radios les plus conservatrices des États-Unis vont censurer le morceau. Mais c'est un succès immédiat et pour la première fois de leur carrière, AC/DC place un titre dans le top 20 du Billboard, malgré sa censure, et finira 7 fois platine. Ce qui va rendre la chanson malheureusement encore plus légendaire, c'est son aspect funestement prémonitoire. En 1979 donc, Bon Scott chante qu'il est sur l'autoroute de l'enfer. Seulement 1 an plus tard, la star du rock qu'il était s'étouffe dans son vomi et meurt dans sa Renault R15. C'est aussi ça le rock.
Highway to Hell restera donc le titre qui a propulsé à jamais AC/DC sur le devant de la scène internationale et qui marquera un tournant dans la carrière du groupe, qui malgré une volonté de se séparer par rapport au décès de Bon Scott, continuera l'aventure avec quelqu'un d'autre pour l'album Back to Black, mais c'est possible qu'on en reparle dans la prochaine vidéo sur les années 80. J'espère que vous avez apprécié le deuxième épisode de cette série qui est totalement légendaire. De mon côté, c'est un petit peu émotif parce que là, c'est les dernières phrases que je suis en train de dire dans ce studio. Je vais déménager, donc c'est la dernière fois que je me filme ici, dans cette chambre, parce que là, c'est ma chambre. Voilà, ça fait 2 ans que je tournais mes vidéos ici. Je suis content de partir, mais voilà, toujours ému quand je quitte un endroit, c'est normal. C'est pour ça que je suis un artiste. Non, c'est faux, je suis pas du tout un artiste. Normalement, au moment où ça sort, dans quelques jours, il y a la soirée qu'on fait à Paris, le 9 novembre. Donc voilà, c'est un week-end de 3 jours, profitez-en pour venir à Paris avec vos copains. Merci à MyHeritage de sponsoriser. À plus.